Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne. On est plutôt pas mal pour ce premier bilan lecture filmé puisque j'ai lu 2 mangas et 4 romans, ce qui me permet de vous proposer un bilan plutôt bien fourni. Et je vous propose du coup de commencer avec les 2 mangas que j'ai lus. En commençant par le tome 1 de My Happy Marriage, qui est un roman fantasy avec une ambiance historique dedans. Il est passé pas mal de fois sur les réseaux sociaux, donc je pense que vous connaissez un petit peu l'histoire. On est dans un monde imaginaire, comme je vous le disais, où on suit l'évolution du personnage de Mio. Elle est issue d'un mariage politique et son père, dès la mort de sa mère, s'est remarié avec son premier amour. Et dans ce monde, il y a certaines personnes qui ont la capacité d'avoir des pouvoirs magiques que n'a pas Mio. Et ce sont des pouvoirs qui permettent à ces personnes de s'élever vraiment dans la hiérarchie. Et du coup, son père a totalement délaissé Mio pour se vouer totalement à sa fille cadette qui, elle, possède ce don. Et en plus de ça, sa belle-mère s'en prend à Mio pour se venger du fait que sa mère les a séparés avec son père. Et du coup, son père décide de la marier, de la fiancer au maître de famille d'une des familles les plus prestigieuses de son univers. Et du coup, c'est la seule chance que Mio a pour pouvoir échapper à sa belle-mère et sa sœur cadette qui fait tout aussi pour la maltraiter comme sa belle-mère. Donc Mio n'a pas trop de choix pour s'en sortir, sachant que son fiancé n'a pas très bonne réputation, malheureusement. Il est réputé pour avoir renvoyé toutes ses prétendantes auparavant. Donc Mio part sur un a priori plutôt moyen sur son fiancé, mais malheureusement, elle n'a pas trop le choix vu sa place dans ce monde, et du coup, on va suivre ce couple-ci, du coup, évoluer. Et dans ce tome 1, on a vraiment l'introduction de leur rencontre. On en apprend surtout sur le personnage de Mio, pas trop sur lui. Lui, c'est quelqu'un qui est encore assez mystérieux. Et franchement, j'ai passé un très bon moment sur ce tome 1. Le tome 3 sort ce mois-ci, me semble, et du coup, je vais me procurer en même temps le tome 2 et le tome 3 pour pouvoir enchaîner ma lecture parce que j'ai vraiment passé un très bon moment avec ces personnages-ci. Et ensuite, j'ai lu le tome 21 de Détective Conan. Détective Conan, c'est ma série de mangas préférée. En fait, j'étais déjà fan de l'animé et du coup, j'ai commencé par me procurer les tomes de mes épisodes préférés. Enfin, du coup, issus de mes affaires préférées. Et du coup, maintenant, j'essaie de combler un petit peu les trous de ma collection. Et donc, j'ai enchaîné directement avec ma lecture du tome 21, même si je connais déjà les affaires dedans. Comme c'est un tome 21, je vais pas trop vous en parler. Là, tout ce que je peux vous dire, c'est que on est dans une affaire de Shinichi avant qu'il devienne Conan. Alors, pour ceux qui situent vraiment pas du tout l'histoire de Détective Conan, en fait, on suit Shinichi Kudo, qui est un détective lycéen, qui, en suivant des hommes en noir qu'il trouvait suspects, lui font boire un poison qui est censé le faire mourir, sauf qu'au lieu de mourir, il rapetit un enfant de 7 ans, mais en gardant son intelligence et sa mémoire de lycéen. Et pour tenter de retrouver la trace des hommes en noir, il va vivre chez sa meilleure amie d'enfance, dont il est amoureux depuis l'enfance, parce que son père est un détective privé, totalement raté, et du coup, il va faire en sorte de redorer l'image du père de sa meilleure amie pour que, au fur et à mesure de sa carrière de détective, on lui confie plus d'enquêtes et qu'il puisse ainsi se rapprocher petit à petit de cette organisation des hommes en noir qu'il a raté. Alors là, on a dépassé le tome 102. Enfin, le tome 102 est sorti en France. C'est avec One Piece la plus grande série de manga qui existe à ce jour.
Et autant on a annoncé la fin de One Piece, autant on n'a toujours pas annoncé la fin de Détective Conan, donc on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, mais je peux vous dire que comme je continue de checker les derniers chapitres sortis, on arrive petit à petit, je pense, à la conclusion du manga. Après, on n'en est pas encore là, mais on sent que l'enquête avance. Elle a toujours avancé d'ailleurs. Là, du coup, comme je vous disais, on rencontre Shinichi avant qu'il devienne Conan. Donc c'est une enquête flashback. Et on a aussi une enquête avec Eiji Hattori, qui est un de mes personnages préférés dans le manga. Et d'ailleurs, en parlant du manga, j'ai très très hâte de voir le dernier film de Détective Conan qui est sorti là et qui a un énorme succès. C'est, il me semble, déjà le film le plus vu de la saga parce qu'il y a chaque année un long métrage d'animation qui sort au cinéma. Et le dernier qui est sorti cette année a vraiment un succès monumental. Et du coup, j'ai hâte de le voir au cinéma puisqu'il ne sort chez nous qu'en août, malheureusement. Et ceux qui ont pu assister au festival du film d'animation d'Annecy ont eu la chance de le voir, ce qui n'est pas mon cas. Et du coup, j'ai d'autant plus hâte. Ensuite, passer au roman. J'ai commencé le mois avec ce qui me semble être jusqu'à maintenant ma meilleure lecture de l'année. Vraiment, ça a été un énorme coup de cœur. J'ai emprunté à la bibliothèque Cathédrale de Hermine Lefebvre, publiée aux éditions Léa en 2022. Et pourtant, j'en avais absolument pas entendu parler. Je l'ai pris vraiment comme ça sur le coup parce que le résumé m'intriguait, m'intéressait. On est dans une ambiance Dark Academia, puisque l'histoire se déroule au sein d'une école qui s'appelle Cathédrale, qui est considérée vraiment comme l'école de l'élite de ce monde. Et à ses créations, c'était vraiment ce à quoi elle devait servir, créer les futures personnes élites qui gouverneraient dans ce pays. Sauf que de fil en aiguille, l'école a un peu perdu de ce principe-là, et c'est surtout devenu une école qui accueillait les fils des familles nobles ou familles très riches qui pouvaient se permettre de payer un coût d'inscription faramineux. Et si on est d'une famille pauvre, le seul moyen d'y accéder à cette école, c'est si on possède des dons particuliers, magiques, qui n'est accordé qu'à très peu de personnes dans cet univers-ci. Et c'est le cas de Frédéric qui déteste le monde actuel dans lequel il vit. Lui, il est surtout très intéressé de rentrer dans cette école pour pouvoir justement changer les choses et faire sortir sa famille de la pauvreté en s'élevant dans la hiérarchie de ce monde. Et en fait, au moment où il entre dans l'école, un ennemi de la reine de ce royaume lance un défi à la reine, comme quoi si elle trouve le symbole de l'école, il mettra fin à la guerre qui est censée arriver incessamment sous peu. Sauf qu'il sait très bien que le symbole de l'école, jusqu'à maintenant, est considéré comme un mythe. Et le seul élève qui s'y est vraiment intéressé pendant toute cette scolarité jusqu'à maintenant, c'est Lionel, qui est aussi le tuteur, l'élève tuteur qui accueille Frédéric et qui lui fait visiter l'école, et qui est tout ce que Frédéric déteste, c'est-à-dire un fils de noble d'une prestigieuse famille qui ne pense qu'à sa réputation. Et ils vont devoir malgré tout s'allier pour essayer de trouver ce symbole de l'école, puisque tous les élèves entrent en compétition pour recevoir la récompense que peut offrir la reine à celui qui trouvera ce symbole. Et c'était vraiment, comme je vous disais, un coup de cœur, mais énorme. Vraiment, je m'attendais à y attendre, à aimer, parce que c'est tous les genres que j'aime qui sont réunis dans ce résumé, mais pas autant, vraiment pas autant.
j'ai pas l'habitude, enfin je connais les éditions Léa par réputation, mais je n'avais encore jamais lu de roman de cette édition. Là en plus c'est pour un public young adulte, c'est leur collection young adulte, donc je m'attendais encore moins à un tel coup de cœur. Et vraiment ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu un livre en enchaînant aussi rapidement les pages, en le terminant d'une traite, en une après-midi, je l'avais plié ce livre. Et même le personnage de Lionel, du coup, je pense qu'il rentre très facilement dans mon top 10 de mes personnages en littérature préférés. Tellement ce personnage m'a captivé, m'a brisé le cœur aussi. Sa relation avec Frédéric m'a brisé le cœur. Elle évolue d'une manière tellement fluide, et il y a tellement de secrets, de mystères qui se cachent en Lionel. On sait tout de suite qu'il a un lien particulier avec l'école, que l'école elle-même cache bien des secrets. Ça m'a fait vraiment cet effet quand on apprend à découvrir Poudlard dans Harry Potter à l'école des sorciers, et qu'on apprend à connaître tous les personnages qui évoluent dans cette école en voulant les suivre plusieurs années au sein de l'école, suivre leur année de scolarité où ils apprennent les potions, les tours de magie, tout ça. Ça m'a fait vraiment retrouver cet effet-là que j'avais quand je lisais dans le temps les Harry Potter, et du coup ça faisait très longtemps que ça m'avait pas fait ça pour un roman, d'avoir une telle hype autour d'un univers, d'être autant attiré par l'univers et ses personnages. Et comme je vous le disais, les personnages sont hyper attachants, l'intrigue en elle-même est hyper intéressante, tout ce qui se passe à l'intérieur de l'école, au sein de l'école. L'école elle-même, je la considère comme un personnage à part entière, pour une raison que je peux pas dévoiler plus. Je vous conseille vraiment de lire l'histoire pour savoir pourquoi je considère l'école comme un personnage, et que pour moi, c'est même, je dirais, l'antagoniste principal, ou si on peut la considérer comme un personnage, si on peut appeler ça l'antagoniste. L'école est vraiment une intrigue à elle toute seule, en fait, un mystère à elle toute seule à résoudre, et je vous laisse du coup le découvrir en vous procurant ce roman, en le lisant grâce à la bibliothèque de chez vous, en me procurant, l'achetant, parce que vraiment ça a été un coup de cœur, mais énorme, et je le classe vraiment dans mes lectures préférées, voire ma lecture préférée tout court depuis ce début d'année 2023. Ensuite, j'ai lu également, j'ai relu, puisqu'il s'agit du coup d'une relecture, le tome 3 des détectives du Yorkshire, donc c'est Rendez-vous avec le mystère. Les détectives du Yorkshire, pour moi, c'est vraiment la lecture doudou de l'été. C'est ma tradition chaque année en été de lire un tome des détectives du Yorkshire. Celui-ci, je l'avais lu en décembre pour le Cold Winter Challenge, sauf que j'en garde aucun souvenir, et c'est pour ça que je l'ai relu, pour pouvoir du coup lire le tome 4 que je suis censée découvrir cet été du coup. Et écoutez, c'est pas mon tome préféré. Alors comme c'est un tome 3, même si ce sont des enquêtes indépendantes, il y a vraiment un fil rouge entre chaque tome. Et c'est vrai que je comprenais pas trop quand, dans la bibliothèque où je travaillais avant, beaucoup disaient c'est bien d'avoir par exemple le tome 4, où on avait le tome 4 et je crois le tome 6, un truc comme ça. Et en fait, ils nous disaient qu'il y a quand même beaucoup de rappels sur les tomes précédents, et que c'était pas forcément évident de tout rassembler en arrivant comme ça dans le tome 4. Et en fait, en lisant ce tome 3, je peux totalement comprendre leurs sentiments, puisque moi je les découvre dans l'ordre du coup, et je peux totalement comprendre pourquoi on aurait du mal à suivre en découvrant par exemple dans le désordre d'abord le tome 4, après le tome 5, après le tome 3. Donc oui, je comprends totalement. Et du coup, je vous conseille vraiment de les lire dans l'ordre pour suivre l'évolution des personnages. Là, c'est une enquête, le notaire de la ville qui doit prendre en charge un acte de... Comment on appelle ça déjà d'héritage. En fait, une vieille dame est décédée et elle a mis dans son testament sa fille qui est décédée depuis plusieurs années.
Et en cherchant son acte de décès, il ne le trouve pas, il est introuvable, cet acte de décès, et du coup, bah, ça le bloque pour la suite juridique, pour pouvoir valider son testament, puisque bah, elle a un fils et une fille, et que normalement bah, le fils devrait recevoir la totalité de son testament. Sauf que bah, du coup, comme elle a intégré sa fille dedans, il doit retrouver l'acte de décès pour prouver qu'il n'y a que son fils qui puisse hériter de tout ça, en pensant que bah, c'était sur le coup un acte de tristesse de la part de leur mère d'avoir voulu intégrer sa fille dans son testament. Et donc il fait appel à Sampson, donc le détective, un des deux détectives qui fait équipe avec Delilah, et pour tenter de retrouver cet acte de décès. Et bien évidemment, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Et donc, je ne vais pas développer plus. Et j'ai beaucoup aimé retrouver les personnages, notamment la bande de personnes âgées qu'on rencontre dans le tome 2, puisque dans le tome 2, l'enquête se déroule au sein de la maison de retraite de ce village. Et on retrouve toute la bande de personnes âgées de cette maison de retraite dans ce tome-ci. Donc, qui fait vraiment le lien avec le tome 2. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je comprends tout à fait que les tomes sont vraiment liés pour le coup. C'est pas comme souvent dans les longues séries policières où il y a vraiment l'enquête, une enquête indépendante à chaque fois. Et effectivement, un petit fil rouge, mais pas si important que dans les détectives du Yorkshire. Là, vraiment, il y a beaucoup de rappels sur le tome 2, notamment sur l'affaire qui concerne Sampson, la raison pour laquelle il retourne dans son village natal. Et du coup, c'est pas mon préféré, comme je le disais. Mon préféré, je pense que ça reste le tome 1, parce qu'il a eu la bonne surprise de me faire rire vraiment pendant ma lecture, et que c'est très rare pour moi de rire quand je lis. Rire vraiment, pas juste sourire, c'est très très rare. Et Julia Chapman a réussi à faire ça dans le tome 1, alors que jusqu'à maintenant, le seul qui réussissait, c'était Terry Pratchett dans les Annales du Disque Monde. Que là aussi, c'est aussi un rituel que j'ai chaque automne de lire un tome des Annales du Disque Monde, mais c'est encore autre chose. Donc voilà, très bonne lecture, c'est pas mon tome préféré. J'ai aimé redécouvrir cette histoire et j'ai hâte de découvrir le tome 4. Ensuite, j'ai enchaîné avec Death Me, Bryson Keller, que je ne possède pas avec moi. Je l'ai prêté à une amie, enfin ma voisine, une de mes voisines, pour qu'elle me lise. Là aussi, ça a été une très bonne surprise. En fait, j'ai eu que des coups de cœur. Vraiment, ce mois-ci, j'ai eu que des coups de cœur. C'est assez incroyable. Et j'ai énormément apprécié. Alors là, on est dans une histoire totalement différente. Vraiment, c'est de la romance entre adolescents qui se passe dans un lycée. En fait, Bryson Keller, c'est vraiment la star de l'école. C'est le capitaine de l'équipe de foot, il est grand, il est beau, il est sexy, t'as toutes les filles qui lui courent après, sauf que lui, pendant toute sa scolarité, il arrive en terminale et il n'a jamais eu la moindre relation au lycée, personne ne lui connaît en tout cas la moindre relation au lycée, et lui, les relations au lycée, il y croit pas du tout, pour lui ça veut rien dire, et ça explique pourquoi il ne s'est jamais engagé dans une relation, et du coup, quelques mois avant la fin de leur dernière année au lycée, il se lance à Paris chaque semaine jusqu'à la fin de l'année scolaire. La première personne qui lui proposera de sortir avec lui le lundi, il acceptera de sortir avec jusqu'à la fin de la semaine. Et la fin de la semaine, ce sera la fin de la relation avec cette personne. Et donc, 3 semaines avant la fin de leur année scolaire, le pari est toujours en cours. Il a toujours autant de succès. Jusqu'à maintenant, il a toujours eu une fille pour lui demander de sortir avec lui pendant la semaine. Et là, c'est un jeune homme
Donc Kay Sheridan, qui est tout l'opposé de Brisson, quelqu'un qui est très discret, qui est passionné par la littérature, par le théâtre, qui est quelqu'un de très solitaire. Et il tente sa chance le lundi, il lui demande de sortir avec lui. Et Brisson se rend compte à ce moment-là qu'il n'avait pas fixé de limite. Ça rentre dans le pari et il accepte de sortir avec Kay, même si c'est un garçon et que jusqu'à maintenant il s'était jamais posé de questions sur sa sexualité, pourquoi dire non à Kay alors que ça rentre dans son pari. Sauf que du coup, cette relation se fera secrète à la demande de Kay qui veut pas que tout le lycée sache qu'il est homosexuel, puisque c'est un lycée dans une ville qui est assez homophobe, malheureusement. Et du coup, ils ont ce rendez-vous secret toutes les semaines, et ça tombe bien puisqu'ils sont en binôme pour un devoir pour le club, le cours de théâtre. Et donc ça leur donne l'occasion de se rencontrer toute la semaine sans que personne ne se pose la moindre question. Pourquoi tout soudainement ils restent ensemble tous les jours? Pourquoi ils passent autant de temps ensemble? L'excuse de leur devoir en binôme pour le cours de théâtre est toute trouvée. J'ai vraiment aimé, ça m'a redonné ce même sourire que j'avais quand j'ai lu et regardé Heartstopper. Vraiment, ça m'a procuré cette même émotion de sourire tout le long, d'avoir ce petit sourire de 20 ans de mignonnerie. Alors pour moi, c'est clairement le genre de couple tout mignon qui permet d'en découvrir plus sur la sexualité. Oui, c'est vraiment la romance parfaite qu'on se découvre au lycée. Mais c'est pas un couple fait pour durer pour moi. C'est même à la fin du livre, imaginons par exemple 10 ans, 50 ans plus tard, je les vois pas ensemble pendant 50 ans. C'est vraiment le couple mignon, parfait qu'on se crée au lycée, la romance toute mignonne, innocente. Alors pas vraiment innocente parce que là du coup ça aborde aussi le thème de la découverte de soi, d'oser faire le pas vers l'inconnu et d'oser faire des rencontres autres de sa zone de confort. Parce que là, Brisson ne s'était jamais posé la moindre question sur son homosexualité. Et du coup, Kay lui fait découvrir tout un monde qu'il ignorait finalement. Et ça aborde aussi plein d'autres thèmes, notamment sur la famille, le lien familial qui est très important. L'homosexualité, l'homophobie, l'importance de l'amitié aussi, la confiance, parce que ce sont deux personnes qui ont aussi beaucoup de mal à se faire confiance, vu qu'ils sont très opposés et qui sont tous les deux connus aussi des déceptions amicales, et dans leur famille aussi d'ailleurs. Ils ont tous les deux beaucoup à se découvrir l'un à l'autre, et nous terminons ce bilan lecture sous la porte qui chuchote de TJ Klune, que j'avais commencé pendant le Tarot Book Challenge et que j'ai mis en pause pour commencer un peu ma pile à lire de l'été. Là aussi, très gros coup de cœur. Après, je m'y attendais pour TJ Klune parce que La Maison au milieu de la mer Cérulienne que j'ai lu l'année dernière fait partie de mes plus gros coups de cœur littéraires de ma vie de lectrice. C'était vraiment un coup de cœur incommensurable. Et du coup, je m'attendais à aimer aussi ce roman-ci. J'ai vraiment retrouvé tout ce que j'aimais dans La Maison au milieu de la mer Cérulienne. Donc l'univers et la plume très particulière de TJ Klune. Si vous aimez tout ce qui est ambiance Tim Burton, foncez, vraiment foncez. Si vous hésitez encore un peu pour découvrir cet auteur pour X raisons, si vous aimez tout ce qui est Tim Burton, ambiance étrange, c'est sur les romans de TJ Klune. Là, sous la porte qui chuchote, on est dans un salon de thé un peu particulier puisqu'il sert de passerelle pour les personnes décédées.
Donc il est tenu par Hugo qui aide les personnes décédées à faire face à la mort et à pouvoir continuer leur chemin au-delà de la mort. Et donc on suit le personnage de Wallace qui découvre du coup qu'il est décédé. Wallace, c'est un personnage qu'on n'est pas censé aimer. Ça a été un vrai connard toute sa vie, qui ne pensait qu'à l'argent, qui n'arrivait pas à se créer de vraies relations. Même avec sa femme, c'était très compliqué. Il a eu un mariage raté. Ses amis, c'est très simple en fait. À son enterrement, il n'y avait personne. Enfin, il y avait sa femme, ses associés, et en fait, il se trouve même le moyen à son enterrement de se moquer de Wallace, qui était, comme ils le disent très bien eux-mêmes, un connard. Son enterrement, il est un peu déçu de la trace qu'il laisse de son vivant, et du coup, il aimerait bien changer. Et il pourra changer grâce à Hugo, sous le contact de Hugo. Alors Hugo, lui, est toujours vivant, mais il est bien vivant. Du coup, c'est une relation un peu étrange, un peu bancale qui se construit entre eux. Hugo, il est là pour essayer de donner de la confiance à Wallace pour qu'il puisse se livrer à lui. Et on va aussi découvrir le grand-père de Hugo qui lui est décédé et qui reste malgré tout dans ce salon de thé pour essayer d'aider au mieux son petit-fils dans son travail. Et aussi, j'ai oublié son nom, la faucheuse qui récupère le fantôme de Wallace, qui lui explique comment ça va se passer par la suite, qui l'emmène au salon de thé. Et donc on va dire que c'est 4 personnages qui m'ont fait passer par plein d'émotions. Alors TJ Klune le décrit comme étant son roman le plus personnel, et franchement ça se ressent tout le long. Il aborde vraiment des thématiques qui lui sont chères, qu'on retrouve aussi dans La maison au milieu de la mer Cérulienne, mais là qui sont plus métaphoriques par rapport à la mort, à la vie aussi. Et puis on va rencontrer plusieurs personnages aussi qui sont décédés, donc des gens qui ont été tués, d'autres qui sont morts par suicide. Donc c'est plusieurs thèmes comme ça qui sont abordés, et de manière aussi, comme je le disais, très métaphorique. Donc du coup, chacun peut avoir une interprétation très différente, je pense, de ce roman. Donc par exemple, il y a le personnage de Nancy qui est vivant, qui du coup ne peut pas voir les morts, ne peut pas voir Wallace, mais Wallace arrive à ressentir les émotions de Nancy et veut l'aider, et arrive quand même sans forcément créer de lien avec elle, parce que Nancy ignore tout de l'existence des fantômes. Il arrive quand même à l'aider malgré tout, et Nancy n'est pas la seule, et il y a plein de personnages comme ça. Le lien que TJ Klune arrive à créer entre les personnages vivants et les personnages morts sont très bien développés dans ce roman, je trouve. Et du coup, c'est une lecture très, très émouvante, très personnelle. Et comme je le disais, je pense vraiment que chacun peut avoir une interprétation très différente de ce que tente de faire passer TJ Klune à travers son écriture, qui est ici assez poétique, je trouve. On retrouve son style d'écriture dans La maison au milieu de la mer Cérulienne. Et c'est encore un peu différent parce que vraiment j'ai totalement ressenti ce que TJ Klune voulait nous faire comprendre dans ce roman-ci, en le considérant comme son roman le plus personnel, et je l'ai totalement compris dans ce sens-là. Voilà, donc on arrive à la fin de ce bilan lecture. Dites-moi ce que vous pensez de ces livres, et vous, ce que vous avez lu au mois de juin. Et je vous retrouverai vendredi pour une prochaine vidéo.